Bonjour et bienvenue cet après-midi, cette fin de journée, ici au TNT, pour ce moment de rencontre avec Alain Platel, metteur en scène, concepteur du spectacle que vous avez peut-être vu. Tout le monde a vu le spectacle? Non, très bien. Bon, il ne faudra pas tout dévoiler alors. Je vous remercie d'être présent cet après-midi. On a à peu près 1 heure ensemble, hein. Vous connaissez ce rendez-vous qu'on appelle 1 heure avec. Donc 1 heure avec Alain Platel et qui sera accompagné de Anne Hébro qui est enseignante à l'université Jean Jaurès. Elle va se présenter aussi tout à l'heure. On est ravis d'accueillir évidemment ce spectacle en ce moment au TNT en collaboration avec le Centre de développement chorégraphique, hein. C'est vraiment un co-accueil entre nos deux structures. Donc, bien sûr, Alain et Anne vont dialoguer, mais très vite, la parole vous sera donnée. Je crois qu'Alain a vraiment envie de vous entendre enfin, en tout cas, pour ceux qui ont vu le spectacle, de partager avec vous ce que vous avez vécu. Donc, il y aura des micros en salle qui circuleront. Donc, bienvenue à tous. Je vais passer la parole à Alain juste avant. Donc, je précise donc je suis enseignante à l'université, plus particulièrement sur les arts danse et cirque. Il y a des formations qui sont développées et à ce titre, on a un partenariat avec le CDC et avec le TNT. Et c'est important cette année d'avoir un festival du CDC qui est sur le thème de l'exil, qui est peut-être un thème qui tient particulièrement à cœur à Alain par rapport justement à la question de l'humanité, de toutes les personnes qui peuvent être actuellement en souffrance, etc. Et donc ça, on va en parler tout à l'heure. Peut-être ma première impression, c'est l'impression en sortant du spectacle que personnellement j'ai vu hier. C'est une impression incroyable et je crois que je n'ai pas été la seule avec toutes les personnes avec qui j'ai participé, c'est de voir cette envie de danser, de bouger, de vivre qui étreint tous les spectateurs à la sortie de ce spectacle qui pourtant par moments est très sombre et cruel. Et ça, c'est pour moi une alchimie assez incroyable d'avoir réussi à galvaniser une envie de vivre tout en parlant de choses souvent terribles. Oui. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Oui, 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 oui. Il y a des choses cruelles qui se passent dans le monde et j'ai l'impression que l'envie de vivre est devenue une forme de rébellion, parfois. Je l'ai appris, je crois, par le travail des ballets syllabés et le fait qu'on a eu la chance de rencontrer des gens un peu partout dans le monde et spécifiquement à des endroits en danger, je dirais. C'est-à-dire que, par exemple, les voyages que j'ai faits dans les territoires occupés, et notamment, mais aussi en Kinshasa, à Congo et dans le territoire africain, m'a appris que dans des situations très difficiles, il y a parfois quelque chose que j'appelle the lust for life, qui est très 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 présent. J'ai vu aussi que là où on l'attend plus, c'est-à-dire la culture, je dirais, ou le théâtre, la danse, etc., justement, c'est là qu'on le voit le plus fort parfois. Et en étant dans ces endroits-là, j'ai vu que, comme je disais tout à l'heure, que cette forme de vitalité, elle peut être une forme de rébellion. Et j'essaye de le chercher aussi dans les derniers spectacles que je fais, de chercher comment on peut trouver une forme dans le spectacle, je veux dire. Et donc, quand les gens sentent ça en sortant de la pièce, ça me rend très heureux. Alors, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser. Pour l'instant, je vais encore un peu continuer. Quand on entre dans la salle, et pour ceux qui rentreront, je pense qu'on ne va pas trop en dire non plus, mais qui le verront ce soir, et c'est un petit peu comme si on était invité à
un rite ou un hommage ou à partager un moment sacré. Donc il y a une immense sculpture qu'a faite Berlinde et qui saisit par ça. Ce sont des chevaux morts et en pleine détresse, on pourrait dire. Et toute la toile de jute immense qui est autour, déchirée, fait penser à la fois à un moment un peu apocalyptique et à la fois, tout à l'heure tu parlais des pays dans lesquels tu es passé, cette toile de jute va tout au long du spectacle prendre des couleurs par rapport à la lumière qui est assez fantastique, va nous amener dans différents pays, c'est-à-dire parfois on a l'impression d'être dans un endroit peut-être comme un désert, d'autres moments comme c'est presque un univers urbain, un peu à la Enki Bilal, un peu quelque chose comme un peu un univers urbain futuriste. Et puis par moments, des endroits très chauds où la lumière va colorer la peau. Et cette scénographie déjà invite au voyage, à la fois dans un univers sacré et à la fois à travers le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui était volontaire de chercher, de donner un côté intemporel et peut-être universel, ou est-ce qu'il y avait une volonté d'aller dans un pays particulier pour cette pièce? Peut-être je dois parler un peu de l'univers de Berlinde de Breukere, qui est une artiste, un sculpteur qui habite à Gand. Je dois dire que je ne savais pas. Donc elle habite la même ville que moi. Donc j'ai utilisé son univers, des images de son univers depuis très longtemps. Ça fait presque 17 ans que je connais son travail et que j'utilise des images de son travail dans le studio. Et ce n'est qu'il y a 7 ans que j'ai rencontré Berlinde. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'en fait, elle habitait à côté de moi. Donc, on est des voisins. Moi, j'ai donc utilisé son univers comme une source d'inspiration les dernières 17 ans. Et elle a vu mon travail il y a 7 ans. Et parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit il faut vraiment que tu vois le travail des ballets syllabés parce que j'ai l'impression que vos sculptures vivent sur scène. Et donc c'est là qu'on a découvert qu'on est quand même non pas seulement des voisins mais aussi des esprits qui cherchent, je crois, des esprits artistiques qui cherchent un peu les mêmes choses, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut donner une forme à la souffrance humaine. Et depuis cette rencontre, moi j'ai été invité à plusieurs occasions à regarder son travail dans son studio, et moi je l'ai invité chez moi pour regarder des moments de répétition. Et on savait très vite qu'on avait envie de travailler ensemble, mais comme on est tous les deux des artistes avec une signature assez forte, je crois, on avait aussi peur de s'engager dans ce genre de relations artistiques, parce que je voulais surtout pas casser cette amitié fragile qui existait entre nous. Et donc, après 5-6 ans d'être ensemble, de parler ensemble, on a quand même décidé de faire un travail ensemble, c'est donc Nicht Schlafen. Et là, je lui ai demandé de réutiliser une œuvre qu'elle a développée au début des années 2000, où on lui a demandé de chercher une image qui représentait la Première Guerre mondiale. Et donc c'est là qu'elle a décidé d'utiliser la carcasse des chevaux, parce que pour elle, c'était vraiment non pas seulement une image qu'on voyait très souvent sur les documents de la Première Guerre mondiale, mais qui pour elle est une très belle métaphore aussi de cette cruauté de la guerre. Et comme le point de départ pour Nicht Schlafen était de travailler la musique de Mahler, et que Mahler a vécu juste avant la Première Guerre mondiale, je trouvais que c'était une image qui pouvait
quand même aussi illustrer ce que nous, on avait envie de montrer dans Nicht Schlafen. Et donc, elle a fait. Elle a mis ces 3 cadavres sur scène. Une image que je trouve trop fort pour un public qui le voit au début de la performance, qu'on a décidé, OK, on laisse tout ouvert, on laisse le public entrer, et ils sont déjà là, les 3 cadavres, donc le public a la possibilité de s'habituer un petit peu avant que le spectacle commence. Et donc l'idée de laisser entrer aussi les danseurs au moment que le public entre, donc qu'on participe déjà à un rituel, comme vous le disiez, c'était volontiers de le faire. Après, elle a mis autour de ces cadavres une grande couverture, parce que c'est un détail d'une couverture qu'elle a élargie. On dit ça en français? Élargie, oui. Oui. C'était aussi pour donner un peu de chaleur à ce monde cruel qu'on représente sur scène. Et c'est vrai que celui qui fait la lumière, avec des touches très subtiles, il évoque des mondes différents, et je me reconnais très fort quand vous les décrivez comme des paysages différents dans lesquels on se promène avec les danseurs. Oui, oui, c'est vrai que maintenant que vous dites que c'est effectivement une couverture, cette toile, elle a des ouvertures, et dont une ouverture qui permet par moments aux danseurs d'aller se réfugier, un petit peu comme dans une matrice où certains vont de temps en temps dans cet endroit et sont un petit peu protégés du monde extérieur. Il y a notamment un moment la danseuse qui est là longtemps et qui est un peu protégée de ce qui se passe, tout en le percevant de l'extérieur. Il y a ce côté-là est très fort aussi. Et je voulais revenir aussi sur le titre Nicht Schlafen, qui pour moi est polysémique, c'est-à-dire qu'à la fois, pour moi c'est la vigilance, c'est ne pas dormir, ne pas s'endormir, rester vigilant à tout ce qui nous entoure, ne pas s'endormir pour ne pas mourir, mais aussi de l'autre côté, ça peut être aussi une torture, le fait de ne pas... Parfois, on laisse pas les prisonniers dormir, etc. Ou des gens qu'on torture en les empêchant de dormir. Donc, il y a ce côté à la fois très vigilant et très positif de ne pas dormir, et ce côté qui peut être aussi torturant. Voilà, je me demandais si pour vous, si Nicht Schlafen, c'était plutôt un titre qui était venu, je sais qu'il est venu après, puisqu'au début c'était un titre qui comprenait le nom de Malheur, ou si c'est quelque chose qui s'est imposé à vous après. Ben, il y a une anecdote un peu drôle autour de ce titre, parce que c'est vrai que j'avais du mal à trouver un bon titre pour ce spectacle, mais le compositeur, le directeur musical de ce projet, Steven Prengels, un jour m'a montré une liste de toutes les expressions que Mahler a utilisées dans ses... comment ça s'appelle en français, les scores, the scores, ces partitures, oui, c'est ça, partitions, oui, des indications qu'il donnait aux musiciens. Et une des indications était nicht schleppen. Mais moi, je ne comprends pas assez l'allemand, et donc je croyais que ça voulait dire nicht, ne vous endormez pas. Et donc, je trouvais ça un peu drôle. Un compositeur qui écrit à ses musiciens, à cet endroit-là, il faut surtout ne pas vous endormir. Mais nicht schleppen, ça veut dire ne soyez pas trop lent, en fait. Et je l'ai compris plus tard. Mais à ce moment-là, je dis nicht schlafen, c'est quand même... parce que ne vous endormez pas, en allemand, ça veut dire nicht schlafen. Et donc, à ce moment-là, je trouvais un bon titre aussi. Justement parce que ça sonnait beau, et je trouvais qu'on pouvait le voir
l'interpréter de plusieurs façons, comme vous le disiez. On peut le prendre très littéralement, et ça c'était lié au fait que quand même, non pas seulement moi, mais aussi les danseurs et la dramaturge, parfois trouvaient la musique de Mahler très ennuyant, presque pour s'endormir. Et ça, je vais expliquer un peu plus tard. Mais je trouvais aussi que ce titre pouvait aussi être interprété comme, oui, comme une invitation de ne pas s'endormir dans le temps dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein de choses qui se passent qui sont très troublants. Et pendant la création, et maintenant en plus, on le vit très fortement. Et je crois que je veux aussi le voir comme une invitation à nous-mêmes et au public et au monde entier de ne pas s'endormir au moment que les choses sont vraiment très dures en ce moment. Mais donc, pour revenir à Mahler, parce que c'est vrai que ce projet, il est... En fait, l'invitation de quelqu'un de travailler la musique de Mahler était le point de départ pour cette production. Moi, j'ai rencontré dans ma vie un directeur d'opéra qui s'appelle Gérard Mortier. Il est mort maintenant depuis quelques années. Il était le directeur de l'opéra de Garnier à Paris pendant une époque. Il m'a invité de travailler certaines œuvres, certaines musiques, comme par exemple en 2003, il m'a demandé de travailler la musique de Mozart, et en 2011, travailler la musique de Verdi et Wagner. Et après, il m'a dit, après Wagner, il a dit maintenant il est temps d'écouter la musique de Mahler. Et pour moi, c'est le plus grand défi que j'ai jamais eu dans ma vie à ce niveau-là, parce que la musique de Mahler, je la connais depuis très longtemps dans ma vie, et c'est vraiment une musique que, il y a quelques mois, je n'aimais pas du tout. Mais le fait qu'il m'a demandé de quand même écouter très bien, et le fait que j'ai décidé de quand même essayer de travailler cette musique et de le faire avec des danseurs, ça m'a aidé petit à petit à apprécier cette musique profondément. Et maintenant, je suis vraiment fan. Oui, puis justement, en regardant un petit peu les titres de Mahler, je trouve que les chants, les titres des chants, quand on voit le chant pour un compagnon errant, chant pour des enfants morts, le chant de la terre, on sent que la préoccupation qui le traverse est assez proche de celle qui traverse l'ensemble de votre œuvre, c'est-à-dire vraiment cette question de l'humain, cette question de l'attention à l'autre, et comment l'art peut à un moment réveiller des consciences ou permettre d'accéder à l'humanité. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai ressenti très fortement, c'est-à-dire que quand on voit cette pièce et d'autres pièces que j'avais vues avant, de la compagnie C'est de l'abbé et de votre part en particulier, c'est qu'on se sent incroyablement concerné. Je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyablement actuel, comme si on était traversé par la société au moment où on voit la pièce. C'est-à-dire qu'on a tous les aspects, il n'y a pas de côté manichéen avec une partie qui serait opprimée par l'autre, tout ça. En fait, on voit que dans chaque personnage, il y a la possibilité à certains moments d'être bourreau ou d'être victime, d'être dans des moments de cruauté et de s'associer à d'autres pour être soi-même finalement quelqu'un de très humiliant vis-à-vis d'autres, et puis soi-même aussi être parfois victime de ça. Et ça, je trouve que ce côté humain et ce côté finalement qu'on retrouve en permanence dans la société auquel on est confronté est très présent. Et j'ai l'impression que ce sont des choses qui traversent à la fois votre œuvre et qui ont aussi traversé celle de Mahler, je pense dans ses intentions en tout cas.
Oui, mais, ce qui m'a aidé aussi à apprécier la musique, c'est quelqu'un qui m'a donné un livre de Philippe Blom, c'est un historien, oui, 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 un historien. historien, qui a écrit un livre, je ne connais pas la traduction en français, mais c'est The Tumbling Years. Et là, il écrit la période entre 1900 et 1914. La période dans laquelle Mahler a aussi vécu, et il est mort en 1911. Mais donc, il décrit ce qui s'est passé à ce moment-là, et il décrit aussi le fait qu'il y a pas mal d'artistes à cette époque-là qui étaient capables quand même de capter le temps dans lequel ils vivaient. Et Mahler, dans sa musique, était un exemple de quelqu'un qui sentait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, qui est très grave, quoi. Dans ce livre de Philippe Blom fait aussi le parallèle de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une même atmosphère dans laquelle le monde change trop vite. Et on voit les mêmes procédés, les mêmes réflexes qui reviennent, c'est-à-dire au niveau individuel des gens, pour se protéger, parce que les choses changent trop vite, pour se protéger devient trop ou plus égocentrique et même égoïste. Et au niveau politique, qu'on voit ces vagues de droite et d'extrême droite qui sont là et qui sont très vivants. Et on voit la preuve dans la société d'aujourd'hui. Mais donc, c'était des choses qui se passaient aussi au début du 19e siècle. Et donc, il ne dit pas que forcément on va vivre la Troisième Guerre mondiale, mais il voit les mêmes vagues qui reviennent. Et dans ces vagues-là, au début du XXe siècle, il y avait des artistes comme Mahler qui étaient capables de capter ce temps dans leur art et dans la musique, dans le cas de Mahler. Et si on se penche sur les individus, justement, les danseurs qui composent la troupe, les 9 danseurs, 8 hommes et une femme, au début sont finalement assez asexués, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une femme parmi tous ces hommes n'est pas identifié au niveau du genre, mais plutôt, ça m'a fait plutôt penser à la façon dont parfois on rencontre des gens qui sont plutôt en lutte pour leur survie, et finalement la question du genre se pose pas, c'est des gens qui se battent pied à pied pour survivre, et c'est un petit peu ça qu'on retrouve dans ces scènes de combat, dans ces scènes de retrouvailles, et puis ces combats qui sont à la fois très très violents, c'est assez éprouvant pour le spectateur, et à la fois souvent ils s'arrêtent juste avant le drame, en tout cas dans la première partie, et ça c'est il y a ce côté voilà, vraiment se battre pour survivre, être un peu dans des situations précaires, et c'est quelque chose que j'ai ressenti chez les danseurs, tout en voyant leur individualité, c'est-à-dire que chacun petit à petit prend sa place et a une identité marquée, que ce soit dans sa façon de danser, que ce soit dans sa façon de s'adresser au public ou de s'adresser aux autres. Donc voilà, on est à la fois dans un groupe extrêmement fort, avec des individualités qui le composent. Et peut-être c'est aussi une des forces de la pièce, d'avoir à la fois cette force collective et cette puissance individuelle qui permet à chacun de réagir, et c'est peut-être ça aussi qui donne finalement l'espoir formidable qu'on a à la fin, alors que c'est tellement dur. Je crois qu'un des thèmes que j'utilise dans presque toutes mes pièces, c'est cette tension entre le fait que, étant individu, on a envie de se développer individuellement, et ce désir de faire partie d'une communauté. Donc cette tension qui peut naître de ce fait-là. Je vois que dans toutes les pièces que j'ai faites, c'est un des thèmes qui revient à chaque fois. Pour Nicht Schlafen, j'avais l'intention de travailler qu'avec des hommes. Parce qu'en lisant le livre de Philippe Blom, il décrit aussi qu'au début du XXe siècle, il y avait une crise de la masculinité à cause du fait qu'il y avait la première vague du féminisme, à cause de la situation économique, c'est-à-dire que les femmes étaient engagées aussi dans
dans le monde économique, je dirais. Donc tout d'un coup, la relation entre hommes et femmes était un peu perturbée. Et il décrit comment les hommes se sentaient vraiment fragilisés et en danger même. Et j'ai l'impression qu'on vit une chose pareille aujourd'hui. C'est-à-dire que les hommes, en tout cas, se sentent, c'est pas en danger, mais plutôt, comment on dit en français, insécures. Non? Oui, hein? En tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et donc, j'avais envie de questionner des hommes sur cet état-là, et si c'était vrai ou pas. Mais une des danseuses avec qui je travaille depuis un moment, Bérengère Baudin, voulait absolument participer dans ce spectacle, et j'ai dit non. Mais elle a insisté. À un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi pas? Et peut-être on peut utiliser cette histoire-là, une femme qui entre dans cette troupe d'hommes, comme une histoire, comme même une ligne dramaturgique dans la pièce. Mais très vite, pendant les répétitions, on a vu que c'était vraiment pas bien de le faire, que sa présence, elle donne déjà une couleur à tout ce qui se passe dans la pièce. Cette présence féminine dans tout ce qui se passe dans la pièce, c'est déjà un statement, c'est déjà quelque chose qui raconte beaucoup, comme je crois que chaque homme dans la pièce donne une couleur spécifique à tout ce qui se passe dans la pièce. Et dans ce sens-là, je crois que je suis d'accord avec vous, que chacun a petit à petit et trouve petit à petit dans la pièce sa place et sa couleur spécifique. Et au niveau des contrastes, hein, c'est une pièce extrêmement contrastée aussi, puisque, en fait, que ce soit dans les rapports à la musique ou dans les rapports humains, on trouve des moments extrêmement doux. Donc, on a parlé de la musique de Mahler, mais le compositeur est allé beaucoup plus loin que seulement d'utiliser la musique de Mahler, puisqu'il y a à la fois il y a des souffles, beaucoup de souffles, le souffle de vie, il y a beaucoup aussi de travail sur des bruits, des sonnailles, des bruits des animaux, et le chant qui est placé en direct. Donc, on a ces contrastes entre des choses finalement assez ténues et puis la musique qui va être emphatique, qui va porter les danseurs jusqu'à la fin, peut-être être chacun presque un instrument dans un des derniers moments d'unisson. Et aussi, on a ce contraste qui revient dans les relations, c'est-à-dire qu'il y a des choses d'une violence extrême, et puis il y a des moments d'une douceur et d'une tendresse où on peut se retrouver consolé de ce qui est arrivé, soit par les autres, soit par le fait d'aller... la sculpture, les chevaux deviennent un havre de consolation, où les danseurs les plus maltraités vont de temps en temps se ressourcer et trouvent là... une force nouvelle pour repartir. Donc ce contraste aussi vient habiter tous les moments de la pièce. Et je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup pour qu'on puisse aussi s'y retrouver. C'est-à-dire que même si l'époque est terrible et qu'on est dans une espèce de monde en fureur, à la fois, il y a plein de moments drôles, légers. Et ça, c'est quelque chose aussi qui donne beaucoup d'humanité à votre pièce. C'est vrai que depuis un moment, j'avais plus envie de montrer la violence sur scène. Je me disais, il y a déjà assez de violence dehors, il ne faut pas le montrer. Mais quand même, c'est devenu un thème pendant les répétitions qui était très présent et dont les danseurs parlaient beaucoup. Parce que je dois quand même dire que cette pièce, elle existe grâce aux danseurs. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... Oui, bon... les danseurs, c'est eux qui nourrissent ce qui se passe sur scène. Et donc tout le matériel que vous voyez, c'est des choses que eux ils ont créées. Donc je ne suis pas un chorégraphe dans le sens où j'ai créé du matériel. Mais la violence, c'est quelque chose dont ils ont parlé beaucoup et on est confronté très fort avec cette chose-là dans le monde, surtout la violence gratuite.
Et donc on avait envie de quand même de le montrer sur scène, et de le montrer d'une manière assez violente aussi, et très, très confrontante. Et je sais que travailler cette chose-là est devenu quelque chose qui, dans le travail et entre les danseurs, est devenu crucial. C'est-à-dire, c'est une équipe extraordinaire, d'abord, parce que c'est des gens qui ne se connaissaient pas très... Enfin, il y en avait quelques-uns qui se connaissaient au moment qu'on a commencé le travail, parce qu'il y a des danseurs que j'ai amenés, d'autres projets que j'ai fait avec eux, mais il y a aussi une partie de l'équipe qui était nouveau. Donc, ils devaient se rencontrer aussi pendant la création. Et travailler la violence a installé quelque chose de très bizarre. C'est-à-dire, quand je les vois chaque soir dans cette pièce-là, pas seulement à ce moment de bagarre, mais aussi à la fin, qui est un moment très, très, très important, qui dure très longtemps aussi, je découvre que c'est une équipe, ils doivent s'aimer beaucoup pour être capables de faire ça chaque soir. Parce que montrer cette violence sur scène chaque soir, c'est pas évident. Et je suis convaincu du fait qu'ils ont commencé à s'aimer très fort grâce au fait qu'on fait cette scène-là, que je trouve aussi cruciale. Donc c'est quelque chose que je défends, même si c'est difficile à regarder. Oui. Mais donc, oui, pour dire que cette équipe-là, elle est extraordinaire. Oui. Et justement, cette équipe, comment vous l'avez constituée? Puisque bon, il y avait des danseurs qui étaient déjà là. Et est-ce que, donc, au niveau, ils ont tous une physicalité assez extraordinaire, avec, on sent un travail vraiment à la fois très précis. Ils peuvent être extrêmement précis, ils peuvent être extrêmement violents, ils peuvent être très libérés. Ils ont une amplitude de danse. Le premier solo envahit toute la scène, alors que voilà, les autres sont immobiles, et on a l'impression qu'il est vraiment dans tout l'espace, avec un travail sur vraiment les moteurs du corps, comment à l'intérieur du corps, tout passe vraiment par une intelligence du corps. Donc est-ce que ça, c'est un des premiers critères de sélection, entre guillemets, de recrutement des danseurs, ou est-ce que ce sont des rencontres humaines ou pas au départ? Voilà, comment se constitue cette équipe? Comment s'est constituée cette équipe? Donc il y a des gens avec qui j'ai déjà travaillé, parce que j'ai pas une compagnie fixe, c'est-à-dire les gens qui s'engagent pour un projet savent qu'ils ont un contrat, disons, dès le premier jour de la répétition jusqu'à la fin de la tournée, une tournée qui dure plus ou moins un an et demi. Après et pendant cette tournée, on peut décider si on a envie de continuer, s'il y a des raisons de continuer de travailler ensemble ou pas. Donc il y a des gens qui partent pour d'autres projets, qui reviennent plus tard, etc. Donc il y a quelque chose qui est très vivant à ce niveau-là. Donc là, il y a des danseurs avec qui j'ai déjà travaillé dans d'autres projets qui se connaissaient, d'autres avec qui j'ai travaillé dans un projet spécifique, c'est-à-dire Coup Fatal, un projet qui était avec des musiciens congolais, et qui était une rencontre très forte. Et donc j'avais envie de demander à quelques des chanteurs de nous joindre dans une pièce de danse contemporaine européenne. J'avais l'impression qu'ils pouvaient nous nourrir d'une certaine façon. Et puis il y a 3 nouveaux danseurs qui sont aussi très jeunes, que je ne connaissais pas avant, et donc que j'ai rencontrés par des auditions. Je cherche toujours une équipe très diverse, parce que comme j'ai envie de parler du monde, j'ai envie aussi de le voir sur scène, c'est-à-dire que le monde est représenté sur scène. Malheureusement, il y a un des musiciens congolais qui est blessé, pas par la pièce, mais par une autre chose qui s'est passée. Et donc, il est remplacé par l'assistant qui a assisté de la création.
mais donc c'est une équipe très diverse. C'est des danseurs qui viennent un peu des disciplines différentes, parce que je crois toujours au fait qu'ils peuvent se nourrir en travaillant ensemble. Et comme moi, je ne suis pas le chorégraphe dans le sens où je leur montre ou que je crée des danses qu'ils doivent exécuter. Donc c'est des choses qu'ils créent entre eux. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est très important pour les danseurs, d'être nourris par d'autres danseurs qui viennent des coins différents du monde. Et dans le processus de création, donc, puisqu'en fait, ce n'est pas une transmission de pas ou de chorégraphie en tant que telle, vous les mettez dans des situations et vous leur proposez, vous leur donnez des contraintes pour qu'ils proposent eux-mêmes des moments de danse ou des relations. Vous travaillez comme ça vraiment au niveau de la recherche de la danse. Et l'autre question, c'était est-ce que ça se fait en même temps que la musique et la scénographie et la lumière, ou est-ce que ce sont des choses qui, par exemple, est-ce que la lumière arrive après, ou est-ce que tout se construit de concert? Quand on le voit, on a l'impression que tout s'est construit ensemble, mais c'est peut-être une illusion. Non, c'est comme ça que ça marche, quoi. Je crois, comme tous les metteurs en scène et les artistes du monde aujourd'hui, je suis un fils de Pina Bausch. Elle a installé une manière de travailler que je crois que beaucoup de gens ont utilisée, c'est-à-dire questionner les gens avec qui tu travailles, poser des questions, leur demander de faire des improvisations et utiliser le matériel qu'ils proposent. On fait tous à notre manière et avec nos propres goûts, mais je crois que c'est elle qui a quand même installé cette mode de travailler. Moi, le grand secret du travail, c'est le fait qu'on me donne beaucoup de temps pour faire une création. C'est 3 mois et demi qu'on est ensemble avec les danseurs. Et comme j'ai très peu d'informations au moment que je commence, pour Nicht Schlafen, il y avait l'idée de travailler la musique de Mahler, il y avait l'idée de travailler avec Berlinde, et puis il y a les danseurs. Et donc, dans une première période, il y a quand même une très grande liberté dans laquelle les danseurs se questionnent. Moi, je peux poser des questions. On fait des très longues sessions d'improvisation. On essaye de voir comment les gens aiment travailler ensemble. Et moi, je suis là, je suis une éponge, je capte tout, j'essaye de garder toute information importante et de redonner cette information à un moment donné aux danseurs pour leur demander s'il y a des éléments qui leur intéressent à continuer à travailler là-dessus. Et petit à petit, comme ça, une pièce se construit. Même chose pour... en ce qui concerne le décor, la lumière, le son, les costumes, c'est des choses qui évoluent jour par jour. Tous ces gens-là sont dans le studio dès le premier jour de la répétition. Oui, et cette grande disponibilité, je pense, cette éponge, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que ce soit à la fois dans la pièce elle-même. Par exemple, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se construit, ça se déconstruit tout de suite. Par exemple, les unissons, lorsqu'il y a un moment, tous les danseurs qui arrivent dans une danse, ça dure jamais, ça repart et chacun repart dans son individualité. Mais il y a eu un grand moment de ferveur qui peut être soit vraiment un moment de partage, on pourrait dire communautaire, d'autres moments qui sont plutôt des partages guerriers avec une espèce de haka. Donc on a ce côté-là et cette mobilité permanente, c'est-à-dire qu'on ça s'installe pas. On ne s'installe pas dans des unissons et je crois que c'est aussi caractéristique des ballets C'est de la baie qui ne s'installent pas non plus, vous l'avez dit, avec les danseurs, mais non plus avec les chorégraphes, puisque d'autres chorégraphes peuvent à certains moments venir. Donc je pense que peut-être
cette disposition à être toujours mobile fait aussi que c'est quelque chose qui ressemble à notre monde aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois capter un moment quelque chose où on est tous ensemble pour un projet, donc soit au niveau de la pièce, soit au niveau de la compagnie, et puis ensuite se laisser ouverte la porte à un projet singulier ou à repartir dans quelque chose. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui vous caractérise aussi, en fait. Vous le décrivez très bien, oui, c'est vrai. mais ce n'est pas quelque chose qui est évident non plus. Hein. C'est vraiment une mode de vivre presque, c'est-à-dire de chercher comment on peut rester vigilant à ce niveau-là, c'est-à-dire de ne pas, on dit en français acclamer, to claim, de dire que c'est, même si maintenant moi je suis reconnu comme le chorégraphe des ballets Sidy-Labé, j'ai jamais senti que c'est ma compagnie. On cherche toujours à comment est-ce qu'on peut partager les moyens, les informations, le know-how, le plus que possible. Je trouve ça, oui, comme je dis, une mode de vivre. Pour moi, c'est très important. Je crois qu'il y a des questions dans le public, on m'a dit. Bonsoir et merci beaucoup d'abord pour ce superbe spectacle que j'ai vu hier. Merci aux danseurs aussi et aux compositeurs, etc. Et ma question porte en fait sur votre conception de la danse. J'ai remarqué que dans le spectacle, il y a beaucoup de moments de lutte. Vous parlez des contrastes tout à l'heure et moi j'ai vraiment vécu ça comme de la lutte, comme quelque chose de combatif, plus que comme de la danse au sens plus ancien du terme. Et donc je me demandais, est-ce que vous, quand vous l'avez créé avec les danseurs, vous avez essayé de briser nos attentes habituelles par rapport à la danse, l'idée qu'on s'attend à avoir des mouvements stylisés, répétitifs, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous considérez plutôt que la danse englobe tout et qu'en fait c'est un mouvement global, mais que tout est danse en quelque sorte et qu'il n'y a pas de moments dansés et d'autres qui sont plus de la lutte que de la danse? D'abord, merci beaucoup pour le compliment. Mon histoire dans le monde de la danse est un peu particulier dans le sens où je crois qu'au début, ça a commencé comme une blague. C'est-à-dire que moi, je suis de formation psychopédagogue, donc, mais j'étais intéressé à faire avec des amis des petites performances, mais on n'avait pas l'ambition de conquérir le monde de la danse. Et je crois que j'étais très surpris au moment qu'on m'appelait chorégraphe. C'est pour ça que je me sens encore toujours très bizarre quand on dit ça. Mais juste pour dire que je crois que j'ai gardé le fait que j'étais vraiment pas intéressé à me définir dans le monde de la danse ou de prendre une position. J'ai toujours eu la chance de rencontrer des gens qui avaient envie de travailler avec moi. Au début, c'était des amis, même ma sœur, etc. Et petit à petit, il y avait aussi des professionnels, des danseurs qui étaient intéressés par notre travail. Et c'est parce que nous, on ne parlait pas très bien, donc ce n'était pas le théâtre qu'on voulait faire, et on ne dansait pas bien non plus, donc on était inspiré par ce que Pina Bausch faisait, parce qu'elle nous donnait l'impression du fait que tout le monde pouvait monter sur scène et dire quelque chose ou s'exprimer par le corps, qu'on a développé donc ce langage physique, je dirais, que parfois est lié à la danse, parfois est lié au théâtre, parfois est lié à d'autres choses. Mais donc, quand je travaille, je ne suis pas en train de chercher comment est-ce que je peux renouveler ou changer ce qui se passe dans la danse. Moi, personnellement, il y a plein de choses que j'aime regarder. Et donc, je suis sûr que je m'inspire aussi par ça. Mais dans mon propre travail, je pense pas à comment je peux créer quelque chose qui va changer le monde de la danse. Ça, pas du tout. Non. Je crois que le fait que, justement, je ne suis pas chorégraphe et que je suis en train de regarder ce qui se passe et j'essaye de laisser travailler les gens ensemble, me permet aussi
où nous permet aussi d'inventer une langage physique qui est un peu, comme je le décris très souvent, bâtarde, c'est-à-dire que c'est un mélange de plein de choses. Et parfois, c'est décrit comme « Ah, c'est nouveau », mais ce n'est pas notre intention. Bonsoir, moi pareil, un grand merci. J'ai vu le spectacle le jeudi soir, donc ça devait être le premier soir, je pense, le jeudi. Et je rejoins vraiment ce que disait Madame. Il y a un moment donné, ça va être dur de ne pas parler, je vais pas en parler, mais à un moment donné, il y a eu carrément, en ce qui me concerne, parce qu'à un moment vraiment où le corps a complètement tremblé, quoi, presque de transe, quoi. C'est la scène où justement il y a le chant africain qui arrive et à côté, entre les deux Congolais et la musique de Mahler et vraiment ça a été très très fort. Et quand je suis sortie du spectacle, à la fin, il y avait comme une espèce d'euphorie, quoi, ce que vous décrivez vraiment presque d'ivresse, quoi, une énergie mais débordante, quoi, quelque chose de très très fort, alors qu'effectivement il y avait des scènes quand même très très dures, quoi, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement les décalages, quoi, sur la musique de Mahler. À un moment donné, qu'on peut voir ces corps qui dansent le hip-hop ou la rumba congolaise ou de façon individuelle, quoi, comme ça, et après ça repart dans un collectif et après ça s'arrête et il y a quelque chose de très et moi, je voulais faire une réflexion par rapport à l'exil. Moi, j'ai senti aussi, c'est l'exil aussi, les scènes très violentes qui m'ont fait aussi penser à des gens parfois qui font des crises d'épilepsie ou des choses comme ça, quand ils déchirent aussi toutes leurs affaires ou il y a eu des moments donnés comme ça très très forts, quoi. Donc merci beaucoup parce que ça a été le paradoxe de la vie, quoi. Et ils sont encore debout. Et on a vu même de Rigal, c'était un peu ça aussi parfois, dans des moments et mort des Congolais qui sont malgré tout encore debout, de Faustin, le Congolais. Merci. Merci à vous. C'est vrai que mon passé, c'est psychopédagogue. J'ai travaillé avec des enfants en difficulté dans un hôpital psychiatrique pour enfants et après aussi dans un centre pour des enfants handicapés physiques. Et au début, quand j'ai décidé de quand même faire du théâtre et de la danse d'une manière professionnelle, on m'a demandé c'est quoi le lien entre ce que vous venez de faire et le théâtre que vous faites. Et je l'ai nié pendant très longtemps. Mais j'ai découvert après un moment que quand même ce monde-là, il était très présent dans les spectacles que je faisais. Et même à un moment donné, j'ai pas hésité de confronter les danseurs aussi avec ce monde-là en leur montrant des images d'où je venais. Et je me rappelle que j'étais assez gêné au début parce que je ne savais pas comment ils allaient réagir en face des images de, par exemple, un vieux film que j'avais trouvé d'un psychiatre flamand qui a, au début du XXe siècle, filmé ses patients, ses malades, les hystériques. Donc, c'est des images très, très, très violentes. Mais je voulais quand même les partager avec les danseurs. Ils ont réagi d'une manière qui m'a touché très profondément, dans le sens où ils disaient nous, on ne voit pas des malades, mais on voit des gens qui sont hypersensibles vis-à-vis de la vie et pour qui ils ne trouvent plus les mots pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, mais c'est le corps qui commence à parler. Et cette description qu'ils ont donnée, c'est quand même quelque chose qui m'a très fort inspiré jusqu'aujourd'hui. Et donc, d'utiliser ce monde-là par les danseurs, je n'ai plus peur de le faire. Oui, je voulais parler aussi du rapport au spectateur, parce qu'en fait, donc on a dit, quand le spectacle commence, nous, on arrive, on est déjà invité dans le spectacle, comme qu'on peut être invité à une cérémonie. Et puis, le lien avec le spectateur se fait à plusieurs moments de façon directe, avec les vêtements arrachés qui arrivent, certains arrivent dans le parmi les spectateurs. À certains moments, un des danseurs se met à la lisière
comme s'il était, il est juste de l'autre côté des spectateurs, et comme avec cette notion de frontière qui est peut-être un moment, à quel moment on passe d'un côté ou de l'autre, et puis jusqu'à être à un moment presque toute la troupe est parmi les spectateurs. Donc ce lien fort avec les spectateurs, c'est quelque chose que vous développez d'habitude ou qui est propre à cette pièce pour justement peut-être insister finalement sur le fait qu'elle nous concerne tous directement, qu'on pourrait être... Je crois que dans le parcours que j'ai fait, on a joué dans tous les endroits possibles. Mais le lieu que j'aime le plus, c'est le théâtre classique. C'est-à-dire qu'il y a la scène là, il y a le public là, et il y a la lumière qui s'éteint là et qui s'allume là. Et là, il y a une magie qui va qu'on va essayer de créer. Mais quand même, j'ai toujours voulu chercher comment est-ce qu'on peut faire un lien direct avec le public sans le déranger trop. Parce que moi, personnellement, j'aime pas trop quand on m'invite de venir sur scène. Mais quand même, il y a cette tentation de chercher. Et donc, dans les dernières pièces, les dernières 10 années, j'ai toujours cherché un lien avec le public. Parce que même si parfois on essaie ou on décrit les spectacles qu'on fait parfois choquants ou provoquants, on me pose souvent la question, est-ce que vous voulez provoquer ou choquer le public? Et ça m'étonne toujours parce que bien sûr que non. Je crois qu'au début, quand on a commencé à faire des performances, je crois qu'on a peut-être à ce moment-là voulu faire quelque chose de très fort pour nous définir, je dirais. Mais maintenant, j'ai plus ce désir. En tout cas, j'ai découvert que le public, c'est pas du tout un ennemi ou quelqu'un qu'on doit convaincre de quelque chose. J'ai découvert que c'est des gens qu'on peut les comparer comme des amis, qu'on a envie d'amener quelque part, de faire une promenade un peu bizarre peut-être. Et des amis, on a bien sûr envie de partager des choses intimes, nos peurs, nos démons, etc. Et bien sûr, le public reste très libre de rester ou de partir. Mais il ne faut pas avoir peur quand même de montrer des choses fortes, parce que je crois que la scène, c'est un lieu d'urgence aussi. On a la possibilité de montrer quelque chose de très fort. C'est possible. C'est pas quelque chose que tout le monde doit penser, mais pour moi, c'est une possibilité. Et donc, pendant la pièce, de chercher des moments où, étant public, on sent quand même que c'est des êtres humains, comme nous tous. Je cherche des liens directs et physiques avec le public. Oui. Bonsoir. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de voir le ballet jeudi soir et je suis sortie soufflée. J'étais tellement soufflée que j'étais venue toute seule et qu'il a fallu que j'appelle ma meilleure amie pour lui en parler parce que voilà, il y avait énormément d'émotions de toutes sortes, très positives. Vous avez parlé de donner une forme à la souffrance humaine. C'est vrai, mais vous donnez aussi une forme en fait, pas tant à la souffrance qu'à l'être humain. Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. C'est-à-dire, ce que vous venez de dire à l'instant, même sans les moments, j'ai trouvé ce ballet tellement puissant que finalement, même sans les moments où il y a interaction avec le public, on voit l'être humain dans toute sa complexité à chaque moment du ballet. Et c'est pour moi un tour de force de toute l'équipe. J'ai pas de questions parce qu'en fait vous avez répondu à toutes mes questions en parlant auparavant, mais je voulais aussi dire en tant que femme, j'aimerais que vous remerciez la danseuse qui s'est imposée dans le ballet. Je voulais aussi vous remercier toute l'équipe pour cette capacité, ce que vous avez dit, qui a été de l'intégrer sans stigmatiser finalement la souffrance de la femme et des femmes dans la souffrance humaine, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à faire. Elle a vraiment toute sa place
en tout cas c'est l'impression que j'ai eue dans ce ballet, parce que elle montre que, homme ou femme, on est aussi avant tout humain, avec les mêmes défauts, les mêmes qualités, les mêmes peurs, les mêmes volontés de vie, etc. Et ce que vous avez dit par rapport au genre, effectivement, très souvent, le genre s'efface dans les situations de conflit, et en revanche, dans les situations post-conflit ou pré-conflit, revient sur le devant de la scène avec une division bien justement de l'humanité des hommes et des femmes dans les sociétés qui se ressent au quotidien. Merci beaucoup, c'est vraiment, ça me touche très fort ce que vous venez de dire, surtout en ce qui concerne la femme dans la pièce, parce que c'est vrai qu'on s'attendait bien sûr à la question pourquoi une femme, et c'est quand même une question qui revient, mais je crois que pour la plupart du temps, je suis très heureux d'entendre quand même cette réaction que vous me donnez, parce qu'elle est partagée par beaucoup de femmes aussi. Et ça me fait vraiment du bien, parce que ça fait peur, je dois vraiment dire, ça fait peur. J'ai pas envie de faire un statement négatif là-dessus. Et je sais que pour Bérengère, c'est extrêmement important de l'entendre comme ça, parce qu'elle défend cette chose très très forte. Donc je vais la communiquer je vais la dire que vous l'avez dit ça, parce que ça lui fera du bien. Et d'ailleurs à toute l'équipe. Bonsoir. J'ai été présent hier pour le spectacle et je voudrais donc vous remercier. C'était très très intéressant de venir voir un spectacle que je ne connaissais pas votre compagnie. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très actuel et que c'était vraiment un mosaïque de notre société. Et que en fait, cette pièce, elle était à la fois, elle jouait un peu avec le trance, avec la tradition et aussi avec la folie humaine. Et je trouvais ça super actuel. Donc du coup, c'est super intéressant. Et je voulais vous poser une question par rapport parce que je suis sorti des spectacles et en fait, je me suis posé beaucoup de questions par rapport au futur. Qu'est-ce que ça va devenir, en fait? Qu'est-ce que moi, je vais devenir en tant qu'humain, et en premier, et puis après, au niveau de la danse aussi. Quelle était votre idée par rapport au futur de la danse contemporaine, justement, parce que et justement, vous traitez des sujets assez contemporains. Donc, du coup, pour vous, quel était le futur, aussi bien de l'humain, après c'est très général, mais en tout cas de la danse, avec votre vision? Voilà, merci. Merci beaucoup. Moi, ça me rend aussi très heureux quand les gens voient le lien avec ce qui se passe dans le monde, même si on représente une équipe sur scène, que parfois on peut avoir l'impression que c'est une tribu archaïque presque. Mais donc de sentir que ça parle du monde dans lequel on vit, c'était aussi le but. On voulait vraiment que ça se passait, mais sans que ça soit trop évident ou clair ou illustratif. Donc dans ce sens-là, si ça passe, ça me rend très heureux. En ce qui concerne le futur en général ou le futur de la danse contemporaine, on a découvert que la pièce, c'est presque comme notre sacre du printemps qu'on fait. Il y a quelque chose qui se passe dans la pièce qui fait référence à un sacrifice que cette troupe va faire et fait aussi. Mais on ne voulait pas terminer avec quelque chose de lugubre qui est la mort. On voulait quand même amener quelque chose d'en plus. Et c'est là que j'ai demandé aux danseurs de
par la danse, de chercher une liberté personnelle le plus extrême que possible. Et on l'a fait dans la dernière partie de la pièce, où on utilise une partie d'une symphonie de Mahler qui dure 20 minutes, et sur laquelle ils doivent chercher chaque soir cette liberté individuelle par la danse. Donc s'il y a un futur dans la danse, je le vois là. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a constaté que cette partie de la musique qu'on a utilisée, je ne savais pas, c'est pas la raison pour laquelle je l'ai choisie, je l'ai découvert plus tard, elle s'appelle la résurrection. Donc dans ce sens-là, on a vraiment eu un hasard qui s'est produit pendant la création qui était magnifique, quoi. Et donc, oui, quand vous me demandez c'est quoi le futur de la danse, je la vois dans cette dernière partie. Mais je ne sais pas comment ça va évoluer au niveau formel. Ça, je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, en tant que chorégraphe belge, la Belgique, ce tout petit pays, est quand même formidablement précurseur actuellement ou en tout cas à la pointe d'une innovation en danse permanente. Ça fait quand même un bon moment que la danse belge a cette formidable vitalité. Et alors, je ne sais pas si c'est parce qu'en fait, moi, je connais aussi le cirque. Et dans le cirque, on trouve aussi, du côté de la Belgique, des compagnies qui sont très innovantes et qui osent comme ça traverser leur époque avec vraiment tous les moyens qui sont là. Et je me dis peut-être c'est cette question de la langue, des deux langues dans un même pays qui fait qu'à un moment, l'expression, elle va passer par le corps. Je sais que vous venez aussi du mime et que finalement, ces arts du corps permettent peut-être de rendre compte de la société, de la même façon que les arts plastiques aussi peuvent rendre compte sans passer forcément par la langue, et que en les associant finalement, en les fusionnant à certains moments, vous arrivez à être formidablement dans l'époque. Et c'est peut-être ça qui fait, je sais pas, la force, on pourrait dire, de la danse belge en particulier, enfin en général, et de vos œuvres en particulier. On m'a posé à plusieurs occasions c'est quoi le secret de cette vague belge ou flamande. Et je sais qu'il y a des choses qui sont indiquantes, c'est-à-dire que quand on a commencé, des chorégraphes comme Anne-Theresa de Keersmaek, Jan Fabre, Jan Lauwers, et un peu plus tard même Meg Stewart, etc., Wim van de Keibes, c'était pendant une période où il n'y avait presque rien en Flandre, c'est-à-dire on n'avait pas des grandes institutions comme par exemple dans les autres pays, le grand ballet national, etc. On connaissait le ballet des Flandres, mais c'était pas vraiment puissant. Et on connaissait Béjart, qui était au moment que des gens comme Anne-Theresa et Jan, etc., commençaient leur travail, était un peu à son retour. Il a quitté la Belgique début des années 80. Donc c'était un peu le terrain vague. Il n'y avait pas des pères à tuer où il n'y avait pas des moyens. Donc les gens qui avaient envie de faire quelque chose devaient le faire eux-mêmes, sans moyens, et juste avoir la passion de faire. Et c'est vrai que à ce moment-là, il y avait ces chorégraphes qui ont commencé un travail qui apparemment était très inspirant. Pas seulement pour les gens de l'extérieur, mais aussi entre eux. Je crois qu'ils se sont nourris très fort. En tout cas, moi, je peux dire que j'adore la danse flamande. Tout ce qui se passe dans ce contexte, je trouve excitant à regarder. Aussi les très jeunes, mais même les gens comme Anne-Theresa qui, depuis 30 ans, fait quand même encore toujours un travail que je trouve audacieux. Donc moi, je suis un fan. Et d'où vient
cette histoire-là, peut-être c'est une petite explication, mais forcément pas, ça n'explique pas tout. Non. Et, oui, ce qui caractérise aussi votre danse, c'est ce grand engagement physique, c'est-à-dire en fait, on peut dire que les danseurs se jettent dans la danse, se lancent complètement. Alors bien sûr c'est maîtrisé, mais à la fois on est toujours presque sur je parlais tout à l'heure de frontière, mais à la limite de la chute ou d'aller trop loin, et pourtant, et je pense que c'est ça aussi qui nous emporte, c'est-à-dire que le public a vraiment une sympathie musculaire, c'est-à-dire qu'on ressent, comme à Toulouse, les rugbyman, qui lorsqu'ils regardent un match sur le canapé, ont des spasmes en voyant le match, et je pense que c'est un peu pareil sur la danse belge. On a ce côté tellement engagé qu'en tant que public, on peut aussi ressentir la danse dans son propre corps, et ce qui fait aussi qu'on repart dans un tel état. Des gens parlaient de transe, de tremblement. Il y a hier une étudiante qui me disait d'habitude je pleure, et là j'ai eu des frissons, et j'ai eu des frissons tout le long, et c'était incroyable d'avoir cette réaction physique finalement, voilà, et peut-être qu'il y ait aussi une communauté entre nous, c'est-à-dire quel que soit l'endroit d'où l'on vient ou ce qu'on a traversé, on a tous le même corps. Et on retrouve d'ailleurs dans la pièce cette question de la peau, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont tous très singuliers, mais ils ont tous voilà, un moment, une mise à nu de la peau qui fait qu'elle est, elle est éclairée, et que ça vibre ensemble. Je pense que c'est aussi un point commun qu'on peut avoir avec le spectateur. Une ou deux autres questions avant de se quitter. C'est pas une question, c'est une dernière remarque par rapport à ce que plusieurs personnes aussi ont dit. Surtout le dernier monsieur là, par rapport, il disait que la pièce était très actuelle, et moi je la trouve aussi très actuelle, donc par rapport à la danse, parce que finalement le mouvement il est partout. Moi un jour, c'est une anecdote, dans le métro, il y avait un jeune homme qui avait son casque sur les oreilles et qui était un peu habillé à la hip-hop et tout ça, et qui faisait sa petite danse de son côté super, quoi. Et de l'autre côté du métro, il y avait une maman africaine avec son petit garçon dans le dos qui lui chantait une berceuse, et qui avait ce truc comme ça. Et j'ai vraiment retrouvé ça en fait dans le spectacle, parce que c'était complètement opposé, presque ils étaient, et souvent ça se retrouvait là aussi. Et je me suis dit, c'est le monde, avec bien sûr, est-ce qu'il y a le futur, c'est le monde. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à vous.